Bonjour à tous et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien consacrée à mon calendrier de l'Avent littéraire. Alors je me rends compte chaque jour entre le montage, le fait de devoir la tourner la vidéo, de la publier, de faire la vignette, présentation, tout ça, que c'est un sacré défi quand même dans lequel je me suis engagé, mais un défi que j'adore déjà et je vois vos premiers retours. Je vois votre enthousiasme, je vois les idées également que ça entraîne chez vous et je vois vraiment que ça vous plaît. Donc, et moi aussi, j'adore faire ça et j'adore comme ça remonter un peu le fil de mes souvenirs sur Noël chaque jour. Et puis aussi avoir ce petit challenge de un thème, devoir trouver des œuvres comme ça. J'essaye de trouver des œuvres originales, mais c'est pas évident et c'est vrai que souvent c'est quand même les gros classiques qui me viennent, mais parfois les classiques c'est très bien aussi. Et si vous ne les avez pas lus ou si vous avez envie de les faire découvrir, il faut, et c'est bien si ça permet au moins cela. Donc aujourd'hui on est le 6 décembre, et je l'avais dit hier, j'étais parti pour vous parler de ça normalement hier, mais en fait il y a eu ce quid que j'ai vu et qui m'a donné envie d'en parler. Je vais vous parler aujourd'hui de ces fameux téléfilms liés à la période de Noël. Alors je sais pas s'ils sont encore à la télévision, peut-être que oui, mais je sais que c'était vraiment un truc presque cadré à l'époque, c'est-à-dire que vous arriviez vers la période de Noël, les 15 jours avant Noël en général, et vous aviez, que ce soit sur TF1 ou sur M6, un peu tout le temps les mêmes genres de films, un amour à Noël, catastrophe à Noël, et vous avez à chaque fois des histoires avec un homme d'un côté, une femme, pas forcément, hein, ça peut être aussi lié à la période de Noël, ou à Noël même, dans le pays du Père Noël, avec la fille du Père Noël qui s'est échappée, qui a disparu, et à chaque fois il y avait une sorte d'happy end, qui faisait que ça finissait tout le temps bien, et à la fin, avec le chocolat, les marrons, le sapin, souvent de la neige, des chants dans la rue et tout, ça donnait un certain... ça participait à cette ambiance de Noël qu'on aime tant, et je me souviens, elle m'en voudra pas de raconter ce petit détail si elle regarde cette vidéo, mais je me souviens que ma sœur était archi fan de ces téléfilms, et que c'était presque un truc obligatoire pour elle de les regarder, et de tous les regarder, il y en avait 2-3 chaque jour, et en fait, même si moi, à ce moment-là, je m'en plaignais un peu quand même, on était dans la même chambre, donc je supportais ça, au final... je me rends compte que ça a contribué quand même à créer cette ambiance de Noël que je trouve géniale et dont je suis nostalgique et qui continue aujourd'hui d'avoir lieu, mais je les regarde plus ces téléfilms parce que je sais pas s'ils existent encore, mais je me souviens très très bien de leur ambiance et en fait ça crée une sorte d'émulsion et de montée en puissance petit à petit. Alors évidemment, si vous voyez le genre de film dont je parle, c'est pas les films du siècle. C'est-à-dire qu'on n'a pas Julia Roberts et Robert Redford qui sont en train de jouer. C'est pas à chaque fois des acteurs extraordinaires. Les scénarios sont un peu bateaux, un peu remplis de lieux communs. Mais, je sais pas, ça marchait. Et je voyais que ça marchait bien. Et ouais, ce côté un peu magique. Il y avait beaucoup ce côté magique dans ces téléfilms. Et malgré leur qualité pas extraordinaire, en fait, ils contribuent quand même à l'ambiance de Noël et ils font partie, indéniablement, des souvenirs que j'ai liés à cette période. Alors aujourd'hui, je le disais, on est le 6 décembre, donc on va ouvrir la case numéro 6 de ce petit calendrier de l'Avent littéraire que vous connaissez maintenant par cœur. C'est parti pour la case numéro 6. Elle est là, le papier il est là. Donc on va l'ouvrir et on va découvrir quel est le thème du jour. Dystopie. Ah, intéressant ça. Alors, la dystopie, c'est un genre que j'aime bien, qui est très à la mode dans l'univers de la science-fiction ou de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on connaît tous l'utopie, devoir transformer, devoir faire du changement pour imaginer un monde idéal, merveilleux. Là, la dystopie, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va transformer et créer un univers où ça va mal, quoi. 10, je crois que c'est qui fonctionne pas, et ensuite le fait de changer quelque chose, donc de changer quelque chose en un truc qui ne fonctionne pas et qui va mal. Donc il y en a énormément, et vous avez les grands classiques qui sont le meilleur des mondes, évidemment, de Aldous Huxley. Vous avez également George Orwell, avec je change un peu, avec 1984, qui est également l'autre immense classique, évidemment,
de la dystopie. Et en fait, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais dont je vais vous parler dans cette vidéo, parce que ça fait partie de ceux que j'aime bien, ceux que j'ai découvert au lycée. Et il y a même un manga, dont je vais vous parler, même un manga, et franchement que je conseille d'offrir, si votre enfant aime bien les mangas et que ne connaissez pas celui-là, je peux vous le conseiller. Alors le premier dont je voulais vous parler, c'est un autre qui est quand même assez connu, et qui a été rendu très célèbre là par une série télévisée, c'est Silo. Silo, je crois que c'est Hugh Howey, l'auteur, mais comme vous le savez, là j'ai pas du tout les livres avec moi et je peux faire des recherches, mais bon, c'est pas très important, je vous mettrai de toute façon au montage là le livre, donc là vous le voyez, et donc il me semble que c'est Hugh Howey avec donc une société imaginaire, futuriste. En fait, il y a eu une grande catastrophe, on ne sait pas exactement ce que c'est au début, et les êtres humains se sont réfugiés dans des silos souterrains, et il ne faut absolument pas en sortir, et tout est organisé, et vous avez même une sorte d'organisation de la société qui fait que plus vous êtes bas, plus vous êtes bas également dans la couche de la société, dans l'organisation de la société. Et c'est assez intéressant cette vision verticale de la chose. Et on va dire qu'il y en a qui sont plutôt réfractaires, qui veulent se révolter et qui veulent essayer de sortir de ces silos, et à ceux-là, on leur donne ce qu'ils ont envie de voir, c'est-à-dire qu'on les fait sortir, et dehors, on le voit à travers des images lorsqu'ils sont à l'intérieur du silo, ils voient le dehors, et on voit que c'est très brumeux, c'est une catastrophe, c'est des paysages désolés, brûlés, il n'y a rien dehors, et en fait ils montrent à tous les autres, voilà, lui il a voulu sortir, donc il a cette peine-là, il sort, et au bout d'un moment il disparaît, il tombe, et puis mais certains sont persuadés que c'est des images fausses en fait. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, ceux-là on les fait sortir, et tout le monde voit que hop, il tombe, et que comme tous les autres, en fait il n'y a rien dehors. Et c'est vraiment impressionnant, et c'est vraiment pour moi devenu un classique du genre dans la dystopie. De même qu'un livre qui s'appelle Un bonheur insoutenable, me semble-t-il qu'un ami m'avait offert ça il y a quelques années, qui est absolument génial, de Levin, je crois l'auteur, et c'est très très bien. Là aussi, une société qui semble idéale, avec une machine en fait qui contrôle tout, une machine qui s'appelle Uni dans mes souvenirs, une machine qui contrôle tout, qui contrôle l'organisation de la société, il n'y a que quelques prénoms qui sont donnés, tout est organisé, en fait tout est sous contrôle, et c'est un peu on va dire le nouveau fantasme dictatorial du XXe siècle, c'est-à-dire qu'avant le totalitarisme ne se cachait pas, là toutes les dystopies sont imaginées de telle sorte que dans le futur, en fait, les totalitarismes se cachent derrière des apparats d'un bonheur pour tous. Et c'est ce qu'on a dans ce bonheur insoutenable, avec évidemment, et à chaque fois ça c'est quelque chose de commun dans toutes ces dystopies, certains qui vont pas y croire, et qui vont vouloir se révolter, qui vont pas vouloir se laisser faire, et on imagine, et ensuite par la suite les développements sont différents. Mais on a quand même cette base commune de certains qui sont, on va dire, des résistants. Un peu comme dans La Zone du Dehors. La Zone du Dehors de Alain Damasio, qui a écrit un livre dont je vous ai déjà parlé et qui s'appelle La Horde du Contrevent. Il a aussi écrit La Zone du Dehors, qui est une sorte de 1984, mais bien des années après, en disant, en fait, le 1984 de l'avenir, c'est un 1984 avec une social-démocratie, où tout est organisé pour le bien des gens, pour le bien commun, où en vrai, vous n'avez qu'à ramasser ce qu'on vous sert, on vous sert le bonheur. Sauf que certains, qui sont surnommés la Volte, en fait, sont des résistants et ne veulent pas participer à ça, et donc vont rentrer en résistance. Voilà, donc je vous donne plusieurs exemples là qui sont un peu des petits frères, des petites sœurs de 1984, du meilleur des mondes, mais qui franchement sont des œuvres d'une grande qualité. Je pense également à un autre qui s'appelle, je l'ai lu au lycée, voilà, Globalia de Jean-Christophe Ruffin. Et c'est génial, et on a à peu près le même concept avec un dôme de verre qui protège les gens, qui organise la pluie, le beau temps, où en fait tout est sous contrôle, où vous pouvez pas, vous avez quasiment aucune marge de manœuvre, vous n'avez pas de libre arbitre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait on vous offre le bonheur, en échange, vous n'avez plus de liberté, vous n'avez pas de libre arbitre, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez être libre? Mais si vous voulez être libre, en fait, vous avez quand même vous avez quand même une grande chance d'être malheureux et d'échouer dans votre vie. Là, on vous promet le bonheur total, le confort matériel. En échange, mais vous n'avez pas de libre arbitre. Et c'est ça qui est quand même intéressant dans la dystopie. Et un dernier, je pensais à ça vraiment lorsque j'ai vu de suite dystopie, je me suis dit je vais essayer également de conseiller pour les enfants. Vous avez de la dystopie pour enfants, on en a parlé récemment, d'ailleurs avec Mémoire d'Adrien Junior qui a lu ce livre en 24 heures. Vous pouvez aussi celui-là l'offrir à des ados. J'ai plus le nom en tête là
du livre, mais ça a été écrit par Claire Duvivier, et le livre, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, je vais vous le faire apparaître également là, et la vidéo, je peux vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Mémoire d'Adrien Junior avait 24 heures, c'était son défi pour le lire, il a réussi, et il a adoré ce livre. Franchement, on peut le rajouter celui-là. Mais je pensais à un manga également, et le manga dont je parlais, c'était The Promised Neverland. Et franchement, il est génial. On est en fait dans un institut pour orphelins, donc c'est des enfants qui sont là, et qui sont orphelins, et qui sont élevés par des adultes, et honnêtement, les adultes sont hyper bienveillants, tout se passe bien pour eux, ils sont heureux, ils sont plutôt bons à l'école parce qu'ils sont dans un cadre de vie idyllique avec une forêt, ils mangent à leur faim, en fait, tout est pour le mieux pour eux. Sauf que, et là je peux pas vous en dire plus, parce que la fin du tome 1, c'est l'une des fins de manga qui m'ont le plus fait dire waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était vraiment, je peux pas décrire. Franchement, je préfère pas décrire. Et en fait, on se rend compte que ce bonheur, cette vie idéale pour ces enfants, alors on s'éloigne un peu de la dystopie, vous allez me dire, mais non, on est quand même dans une sorte de monde idéal, en apparence, qui est complètement cassé en brèche là à la fin de ce tome 1. Je vous en dis pas plus. C'est pour enfants, mais quand même pas, c'est pas pour 5-6 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un peu ado, parce qu'à la fin, il y a quelque chose où les enfants, on se rend compte que tout n'est pas fait forcément pour le mieux des enfants. Et après, il y a 20 tomes, c'est une série qui est terminée, mais elle est extraordinaire. Franchement, The Promised Neverland, j'ai plus le nom de l'auteur là, il me semble que c'est chez... Alors je veux pas dire de bêtises pour l'éditeur, mais comme d'habitude, ça va apparaître là. C'est extraordinaire. Donc offrez-le à des ados, s'ils aiment le manga, c'est franchement un excellent manga. Voilà, donc j'ai essayé de vous conseiller, comme je fais maintenant chaque jour, 5 livres au moins, et j'en fais toujours un ou deux de plus comme vous voyez, mais 5 livres au moins sur le thème qui m'est imposé. Bon, on en a fait 6 sur 24, c'est pas évident, hein. Franchement, j'espère qu'à chaque fois je vais réussir à en trouver, mais j'ai toujours la peur de, un peu comme devant une feuille blanche, de me retrouver devant un micro et de me dire, en fait je sais pas quoi vous dire, mais pour l'instant ça va. En attendant, n'hésitez pas à me dire, vous, les livres que vous auriez choisis, à vous abonner, à partager, à commenter cette vidéo, c'est très important. Et puis, à me dire également, vous, est-ce que ces téléfilms de Noël, vous les connaissiez ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? Bonne journée, et à demain pour la 7ème case. On a fait le quart déjà, hein. C'est la 7ème case de ce calendrier de l'Avent littéraire. Allez, ciao!